à Cyrielle aussi de nous faire la présentation en abordant les outcomes du syndrome métabolique par rapport à l'obésité dans les formes sévères de la Covid. Merci Cyrielle, on vous écoute. Oui, bonjour à tous. Donc, j'ai partagé mon écran. J'espère que vous le voyez tous. Oui, on le voit très bien, oui, oui, oui. C'est bon. Donc, merci pour cette invitation. Comme vous l'avez souligné, effectivement, les centres spécialisés de l'obésité se sont particulièrement mobilisés durant l'année qui vient de se passer pour justement apporter des données et sensibiliser sur le lien entre, comme l'a montré également le professeur Tchernikov, les relations entre les formes sévères de Covid-19 et l'obésité. Et donc, je vais continuer dans cette lignée-là en vous présentant un tour d'horizon. Alors, je ne vais pas être complètement exhaustive parce que vous allez voir, il y a eu énormément de publications. Comme l'a dit le professeur Guéant, il y a aussi beaucoup d'hétérogénéité dans tout ce qui a pu être publié avec un espèce d'emballement, on va dire, à la publication sur l'année qui vient de venir. Donc, j'ai essayé de vraiment centrer sur les données les plus pertinentes et puis avec un focus aussi sur les données issues des données françaises, puisque je pense qu'on peut aussi se féliciter d'avoir réussi à effectivement colliger un certain nombre de données qui sont, je pense, de qualité. Donc, je suis praticien hospitalier universitaire aux Hospices civils de Lyon et donc je travaille dans un des centres spécialisés de l'obésité. J'ai quelques liens d'intérêt, mais aucun ne sont en relation avec cette présentation. Alors, si on reprend l'histoire et si on se replace il y a un an, eh bien, les connaissances effectivement qu'on avait de cette nouvelle maladie, la Covid-19, étaient extrêmement faibles. Et tout ce que l'on pouvait tirer comme connaissances, notamment sur les facteurs de risque de gravité et de formes sévères, était issu de ces cohortes chinoises, puisque c'est le pays qui a été le premier touché. Et on a vu très rapidement des publications sur des cohortes de grande importance. Là, je vous mets un exemple, mais il y a eu plusieurs publications dans des grandes revues telles que le New England, le JAMA ou le Lancet, qui nous ont rapporté en fait les comorbidités courantes et les populations à risque d'admission en réanimation, d'intubation ou de décès. Donc ici, c'est un exemple d'une cohorte de 1099 patients, une des premières publiées, et on s'aperçoit qu'il y a tout un certain nombre de maladies qui avaient été très tôt identifiées comme des facteurs de risque de forme grave. Parmi elles, eh bien, le diabète, l'hypertension, donc des comorbidités qui sont très souvent liées ou associées au surpoids et à l'obésité. Et finalement, on était, nous en tout cas spécialistes de l'obésité, un peu surpris de ne pas voir émerger de notions sur l'obésité et également de ne pas voir émerger de données sur l'IMC. Quand on analysait de manière précise ces publications, souvent on ne rapportait aucune donnée de l'IMC des patients. Alors peut-être qu'elle n'avait pas été collectée, mais c'était une interrogation qui nous a très tôt frappés. Très vite, si on se replace dans ce contexte il y a un an, et bien comme l'a dit Sébastien, néanmoins on pouvait être inquiet parce qu'on avait l'expérience de la pandémie de H1N1 en 2009 où beaucoup de données scientifiques solides avaient clairement identifié l'obésité comme un facteur de risque de forme sévère de cette infection virale à tropisme pulmonaire et également comme un facteur de risque notamment de décès. Donc très tôt, la communauté scientifique et médicale experte de l'obésité a publié des éditoriaux s'inquiétant de cette collision, on va dire, entre ces deux pandémies, la pandémie d'obésité et la pandémie de Covid-19 qui était en train de nous frapper et de nous submerger, avec de potentielles implications sur notamment la morbimortalité. On a aussi eu très vite l'expérience clinique, le ressenti, le retour sur les conversations qu'on pouvait avoir avec nos collègues, notamment en première ligne des soins, en réanimation, où effectivement, ils nous disaient d'avoir ce sentiment qui n'était pas effectivement scientifiquement prouvé, mais néanmoins de manière assez unanime. Je pense que tous les médecins réanimateurs de France rapportaient cette impression de voir beaucoup de patients atteints d'obésité dans leur lit, et bien plus que ce qu'ils avaient l'habitude habituellement de prendre en charge. Ça a été repris par des grands journaux généraux comme Le Monde. Et puis les premières séries de cas ont commencé à émerger, issus des pays occidentaux. Mais il nous manquait des données, on va dire, scientifiques solides. C'est dans ce contexte-là que je vous présente cette première étude qui a été menée très très tôt au sein des Hospices civils de Lyon avec notre idée très modeste, mais néanmoins, je pense, importante. C'était
de finalement se demander si cette émergence de cas graves et cette émergence qui est rapportée de prévalence d'obésité importante dans les services d'hospitalisation et en particulier en réanimation était finalement le reflet de la société. On était face à une vague, à une pandémie. Est-ce qu'on voyait beaucoup de patients atteints d'obésité parce que l'obésité est à une prévalence qui augmente dans nos sociétés occidentales, ou est-ce qu'il y avait réellement, on va dire, un surrisque ou en tout cas une surreprésentation par rapport à ce qui serait attendu en fonction des connaissances de la population générale parmi les formes graves de formes sévères de Covid-19 et notamment chez les patients hospitalisés. Donc cette première cohorte, c'est une cohorte photographique, c'est la cohorte du 23 mars 2020 qui relate les caractéristiques et notamment anthropométriques des patients hospitalisés au sein des hospices civils de Lyon. Donc elle est modeste, 340 patients à ce moment-là, avec des données à la fois de patients en réanimation, 110 patients, versus une cohorte totale de 340 patients. Et nous avons clairement démontré que la prévalence de l'obésité parmi les formes sévères de Covid-19, donc parmi les patients hospitalisés, et en particulier en réanimation, était 2 fois plus élevée que la prévalence de l'obésité en population générale en France. Ces données lyonnaises, on les a confirmées à partir des données d'un autre centre intégré de l'obésité qui avait publié un premier rapport plutôt sur une cohorte de réanimation, la cohorte de Lille, 124 patients. Et lorsqu'on refait la même analyse en comparant la prévalence de l'obésité en réanimation comparée à la population générale, on confirme également cette tendance d'une prévalence plus importante et bien entendu ajustée sur l'âge et le sexe qui sont des facteurs confondants majeurs en termes d'épidémiologie de l'obésité. Pour aller un petit peu plus loin, nous avons également comparé dans cette étude la prévalence de l'obésité parmi les patients hospitalisés en réanimation par rapport à un groupe contrôle de réanimation. Et la tâche était plutôt facile. Il suffisait de prendre des patients avant 2020 pour être sûr de ne pas avoir de patients atteints de Covid-19. Et là encore, on retrouve la même tendance confirmée par rapport aux données lilloises, une surreprésentation, une prévalence de l'obésité qui est significativement plus élevée en réanimation comparée à une population réanimatoire contrôle, aussi bien aux hospices civils de Lyon qu'au CHU de Lille. Et donc, cette première donnée tend à nous montrer que c'est bien plus que la collision de deux épidémies, mais c'est réellement un effet synergique et qui probablement contribue, comme l'a dit le professeur Tchernikov, à cette mise sous tension des services de soins hospitaliers. Pour aller un petit peu plus loin, donc on l'a montré, l'obésité, ça a été démontré ensuite par plusieurs autres études, est effectivement un facteur de risque d'hospitalisation, donc de forme sévère. Lorsque l'on se place en réanimation, là aussi, parmi les patients hospitalisés en réanimation, eh bien, l'obésité est également un facteur de risque d'aggravation ou d'évolution péjorative, et notamment un facteur de risque de nécessité d'intubation pour ventilation mécanique. Je vous l'ai dit, les premières données ont été publiées par l'équipe de François Patou à Lille et qui a très bien montré cette tendance à peu près linéaire avec une augmentation du recours à l'intubation pour ventilation mécanique significativement plus importante pour les classes d'IMC les plus hautes, donc les IMC supérieures à 35, comparées aux patients sans surpoids. Et bien que cette étude soit rétrospective et qu'elle puisse être soumise à un certain nombre de biais, notamment l'absence de recommandations claires sur le moment et l'indication d'intubation en réanimation, et potentiellement aussi sur une surreprésentation d'une obésité dans une région à forte prévalence, eh bien, nous avons publié les données de réanimation de Lyon qui tendent à confirmer cette tendance et qui nous montrent également avec des graphiques très similaires, l'obésité semble bien être associée à un recours plus important pour intubation, pour ventilation mécanique. Ces données, elles ont ensuite été corroborées par de nombreuses autres publications que je ne vais pas pouvoir détailler, ça serait un peu catalogue, mais on est à ce jour à plus d'1 an de recul avec des premières revues systématiques et des méta-analyses, dont une qui a été publiée récemment. Donc, vous voyez ce que je vous disais, hein, effectivement, lorsque dans le cadre de cette revue systématique, on voit que, eh bien, on identifie énormément de publications, hein. Après un premier nettoyage, l'équipe avait encore identifié plus de 3349
textes ou articles publiés potentiellement éligibles. Et puis finalement, en faisant un travail détaillé pour étudier les critères d'éligibilité, la qualité des études, eh bien, seulement 24 ont été inclus dans cette méta-analyse qui correspond à 2770 patients. Que nous dit cette méta-analyse? Eh bien, elle nous confirme cette tendance du sur-risque d'admission en soins intensifs chez les sujets atteints d'obésité, avec ici les principales études incluses, donc, et une tendance qui reste significative après ajustement sur différents autres facteurs de risque. Et cette méta-analyse confirme également, en reprenant également les 2 études lyonnaises et lilloises, eh bien, ce sur-risque d'intubation pour ventilation mécanique parmi les populations réanimatoires en lien avec la présence d'une obésité, en comparant les patients obèses versus non obèses, et qui reste significative. Donc, les données de la littérature, effectivement, convergent toutes, et je pense qu'à ce stade, ces données ne sont pas vraiment, plus vraiment contestables, et l'obésité constitue bien un facteur de risque à la fois d'hospitalisation en réanimation, mais également, d'intubation pour ventilation mécanique. Une autre donnée importante a émergé assez rapidement également, c'est l'importance de l'obésité viscérale, et notamment de l'importance du tissu adipeux viscéral, qui lui aussi semble être associé à un surrisque à la fois d'admission en réanimation et d'intubation. Donc, la première étude Princeps qui a été publiée est une équipe italienne. C'était pareil, une étude rétrospective sur 150 patients admis aux urgences pour une infection par la Covid-19. Et cette cohorte a permis de quantifier la présence du tissu adipeux par des coupes scanographiques chez ces patients qui ont bénéficié de scanners thoraciques avec des coupes qui ont été étendues au niveau abdominal. Et cette étude montre très bien, vous avez ici les différents quartiles de tissu adipeux viscéral stratifiés selon le genre, les hommes à gauche, les femmes à droite. Vous voyez que les patients qui ont le quartile de tissu adipeux viscéral le plus important, eh bien, ont une proportion d'admission en soins intensifs plus importante, et même encore plus marquée visiblement chez les femmes. Donc là encore, plusieurs autres études ont corroboré cette observation. Donc on reste sur des études relativement marginales. Enfin, il n'y en a pas beaucoup d'équipes ont eu accès à ces données. La quantification du tissu adipeux viscéral n'est pas quelque chose qui est fait de manière routinière. Donc on peut comprendre qu'on ait moins de données et moins de grosses cohortes, mais néanmoins quelques études ont été publiées dans ce sens. Et donc il y a également très récemment, là, ce mois-ci, hein, le papier est encore il est accepté, mais à l'état des preuves en correction. Et il nous montre que, donc on recense 3 études, hein, donc c'est une méta-analyse un petit peu, on va dire peut-être prématurée, mais néanmoins, cette tendance est confirmée avec la constatation que les patients de ces études admis en soins intensifs avaient une valeur moyenne de tissu adipeux viscéral plus élevée comparée aux patients qui n'ont pas bénéficié d'admission en soins intensifs. Et de même, lorsque l'on regarde si les patients qui ont nécessité une intubation pour ventilation mécanique, là encore, ces patients avaient de manière significative une valeur moyenne de tissu adipeux viscéral plus élevée comparée aux patients qui n'ont pas bénéficié ou qui n'ont pas eu besoin d'intubation et de ventilation mécanique. Donc probablement aussi que parmi les patients atteints d'obésité, comme on le sait, il y a une grande hétérogénéité, et que globalement, la quantification et la présence et la répartition du tissu adipeux peut très probablement jouer un rôle. Alors, pour en venir ensuite à cette question fondamentale qui a été posée par le professeur Jaffiol, comment fait-on finalement pour arriver à distinguer et à bien analyser ce risque en lien avec l'obésité par rapport aux différentes comorbidités qui sont très fortement associées, et notamment, eh bien, on l'a dit, le diabète de type 2 qui a très tôt émergé comme un facteur de risque. Eh bien, je pense que effectivement, dans toutes les analyses qui ont été faites, il y a un ajustement statistique fait sur les autres comorbidités et les autres facteurs de risque comme le diabète de type 2, mais une autre manière de voir les choses ou de les analyser est de se placer au sein de ces populations. Et à ce titre-là, l'étude Coronado
dont vous avez peut-être probablement entendu parler, qui est une étude française, qui a également, et dont on peut saluer la grande mobilisation de tout le corps médical en diabétologie, menée sous l'impulsion de l'équipe nantaise et notamment de Bertrand Carriou, a permis de colliger, de répertorier d'analyser les données de patients diabétiques hospitalisés pour forme sévère de Covid-19 sur l'ensemble de la France, 53 sites, sur l'étude Princeps, plus de 1317 patients, inclus dans un temps record entre le 10 et le 31 mars. Donc, bien entendu, nous avons fait partie. Et cette étude, elle nous donne des informations extrêmement précieuses et intéressantes sur justement les caractéristiques et les facteurs associés à des évolutions péjoratives au sein de cette population qui est d'ores et déjà considérée comme étant plus à risque de formes sévères. Donc, cette première cohorte a inclus des patients majoritairement masculins, 65% d'hommes, d'âge environ de 70 ans, une grande majorité, 90% de patients diabétiques de type 2, avec un indice de masse corporelle moyen de 28,4 kg par mètre carré. Et on a analysé dans la première publication le devenir de ces patients avec deux critères de jugement principaux. Le premier qui est un critère de jugement composite et qui associe la mortalité et l'intubation pour ventilation mécanique à J7, ou bien de manière indépendante le décès à J7. Donc, c'est sur ces 1317 patients, 29% ont présenté ce critère de jugement composite, donc décès ou ventilation mécanique, et 10% sont décédés au 7e jour. Ce que nous dit cette étude, je vais passer brièvement, vu qu'on n'est pas tout à fait dans le scope, mais beaucoup d'informations précieuses, comme je vous le disais, ont émergé de cette étude. Environ un patient sur trois donc, est intubé à J7. Je pense que ça confirme bien le risque de ces patients diabétiques de type 2. L'hémoglobine glyquée n'était pas un marqueur de sévérité immédiate, contrairement à la glycémie à l'admission. Ça, c'est un message fort également qu'on peut retenir. Et puis, on était finalement plutôt rassurés, car peu de patients diabétiques de type 1 étaient hospitalisés, à contrario, beaucoup plus de patients diabétiques de type 2. Mais moi, ce que je retiens dans le cadre de cette présentation, c'est ceci, c'est que chez les patients diabétiques, comme en population générale, eh bien, c'est l'excès de poids qui est un facteur de risque indépendant de forme sévère. Donc, on est sur une population déjà diabétique et parmi ces diabétiques, eh bien, ceux qui ont un IMC plus élevé eh bien, vont avoir une évolution péjorative plus importante. Et je trouve que cette observation plaide notamment en faveur d'un effet au moins indépendant ou synergique de ces deux maladies. Les analyses de Coronado se sont poursuivies et avec beaucoup d'autres études, mais je vais vous parler surtout de celle qui a été menée en lien avec l'étude justement de l'obésité plus précisément. Sur la première analyse, on avait analysé seulement l'IMC. Eh bien, dans cette deuxième publication, on a inclus 1965 patients exclusivement diabétiques de type 2. Les patients diabétiques de type 1 ont été exclus. Et là encore, cette étude nous démontre bien que l'obésité est associée à une intubation pour ventilation mécanique ou décès à J7, toujours ce critère de jugement composite, avec une augmentation, comme vous le voyez sur ce graphe de gauche en A, très progressive et quelle que soit la classe d'âge du risque d'intubation ou de décès avec l'augmentation d'IMC et dès la présence d'un surpoids de manière significative et qui augmente bien entendu avec la gravité de l'obésité. En ce qui concerne l'intubation pour ventilation mécanique, là aussi, on a tendance à observer cette association plutôt linéaire avec l'augmentation des grades d'obésité, mais plutôt pour les pour les gens plus jeunes, donc à moins de 75 ans, alors que chez les plus de 75 ans, c'est principalement l'obésité la plus sévère, l'IMC supérieur à 35, qui se démarque et qui augmente significativement le risque d'intubation. En revanche, dans cette étude, quand on analyse seulement le décès au 7e jour, eh bien là, pour le coup, l'effet de l'obésité n'est pas retrouvé de manière significative, quelle que soit la tranche d'âge. Mais probablement que déjà le critère AJ7 est peut-être un peu trop précoce pour analyser le facteur de mortalité et peut-être également qu'on manque de puissance statistique malgré le nombre important de patients pour pouvoir analyser de manière
correcte la mortalité. Et bien entendu, comme je vous le disais, ces analyses statistiques, elles sont ajustées sur beaucoup d'autres facteurs de risque comme l'âge, le sexe, le tabac, l'hypertension, la BPCO, la présence de syndrome d'apnée du sommeil ou des complications macro ou micro ou macrovasculaires, et donc les odds ratios multi-ajustés restent et demeurent significatifs. Alors, en ce qui concerne la mortalité, donc c'est à peu près la dernière partie. Donc, on l'a vu, critères de gravité, de morbidité, d'hospitalisation en soins intensifs et d'intubation. Mais qu'en est-il du risque de mortalité? Eh bien là, c'est les données parisiennes et notamment publiées et menées par le professeur Tchernikov qui nous apporte des données importantes. Donc, il s'agit d'une étude sur des hôpitaux, une étude de cohorte des hôpitaux de Paris pour toutes les patients hospitalisés pour forme sévère de Covid-19 et qui permet de colliger un nombre très important de patients, 5 795 patients, avec des données très solides. Parmi la masse de patients initialement hospitalisés, les 8 670, on arrive à avoir finalement en inclusion quasiment 6 000 patients. Un certain nombre, mais relativement faible, à des données manquantes pour l'IMC, et dans les analyses statistiques, il y a eu une implémentation pour ces données manquantes qui reste robuste, avec en tout cas une analyse également qui a été faite seulement chez les patients, les 4056 patients qui n'avaient pas de données manquantes concernant l'IMC et qui sont concordantes et cohérentes. Et que nous dit cette étude? Eh bien, cette étude nous montre également que l'obésité double le risque de mortalité chez les patients hospitalisés, donc dans cette cohorte de patients, avec, comme vous le voyez, une augmentation encore là à peu près linéaire, un surrisque de mortalité qui émerge dès le surpoids, dès un IMC supérieur à 25, et qui a tendance à se majorer pour les obésités les plus sévères, et notamment au-delà de 35 kg par mètre carré. On retrouve également dans cette cohorte les choses qu'on connaissait avant, et notamment l'âge, qui reste également un facteur de risque fort de mortalité, alors que les autres comorbidités inclus dans le modèle, finalement, semblent avoir un effet moindre, et notamment le diabète, qui reste un facteur de risque de mortalité, mais dans des proportions qui semblent être un risque moins important finalement comparé à l'obésité. Et puis on retrouve également le sexe masculin qui est retrouvé dans toutes les études épidémiologiques comme facteur de risque de gravité et de mortalité lié au Covid-19. Donc, des données importantes, solides, qui nous démontrent également un surrisque de mortalité lié à la Covid-19. Donc ça, c'est un surrisque de mortalité chez les patients hospitalisés pour forme sévère de Covid-19 en médecine et en réanimation. Une autre étude que je trouve particulièrement intéressante et que je veux partager avec vous, c'est une étude américaine qui a également étudié le risque de mortalité en lien avec l'obésité chez les patients atteints de Covid-19. Mais la spécificité de cette étude, c'est qu'elle est issue du système de santé privé, Kaiser Permanente, californien, aux États-Unis. Et l'avantage de ce système de santé, c'est qu'il permet de capturer et d'avoir des données sur l'ensemble des patients du système de soins. Et donc, cela inclut les patients infectés par Covid-19 hospitalisés, mais aussi ceux qui n'ont pas bénéficié d'une hospitalisation. Donc, on arrive à avoir finalement des données qui sont assez rares, puisqu'on voit bien qu'on a du mal à finalement avoir des données de cohorte sur les patients qui n'ont pas passé la porte de l'hôpital, et que c'est un moyen finalement de les colliger. Alors, on est sur une population américaine, bien qu'en Californie, la prévalence soit un peu moins forte que dans d'autres pays du centre des États-Unis, mais néanmoins, vous voyez, on a un risque de mortalité qui émerge de manière significative, avec un risque relatif de 2,5 fois plus important, mais seulement pour les IMC les plus sévères, donc un IMC à partir de 40 kg par mètre carré. Et vous voyez que pour les formes les plus sévères, avec IMC supérieur à 45, encore une fois aux États-Unis, eh bien là, le risque de décès augmente de manière dramatique, avec un risque relatif multiplié par 4. Comparé aux patients qui n'ont pas de surpoids. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que quand on stratifie les données en fonction du sexe, vous avez à gauche les hommes, à droite les femmes, et bien clairement, ce surrisque semble être plutôt le surrisque en lien avec l'obésité dans cette étude est plutôt marqué chez les hommes,
alors que l'âge semble être moins important, bien que ce soit également plus marqué chez les patients de moins de 60 ans et un peu moins marqué chez les patients de plus de 60 ans. Donc, des données confirmatives, un surrisque de mortalité lié à l'obésité, mais là, pour le coup, l'obésité très sévère, quand on prend une population, on va dire, globale, hospitalisée, non hospitalisée. Et puis, pour finir, une dernière étude, toujours menée par notre collègue et confrère François Patou à Lille, qui a colligé un consortium de données pour la réalisation d'une cohorte rétrospective multicentrique qui a inclus au final plus de 1461 patients de réanimation pour le coup, hospitalisés pour Covid-19 et entre février et mai, et pour lequel on a également étudié le devenir, notamment l'intubation pour ventilation mécanique et la mortalité. Et donc là, on est sur une population réanimatoire et en réanimation également, eh bien, on retrouve cette notion d'augmentation linéaire quasiment du risque d'intubation en fonction de l'augmentation de l'obésité. En gris, vous avez les courbes non ajustées, en bleu, les courbes complètement ajustées sur l'ensemble des autres facteurs de risque les plus connus et qui restent significatives. En revanche, pour ce qui est de la mortalité et du gain de mortalité et en réanimation chez les patients atteints de Covid-19, l'association semble être moins linéaire et clairement se décroche plutôt pour les obésités les plus sévères et notamment supérieures à 35 kg par mètre carré, aussi bien que dans un modèle non ajusté où là on n'est pas significatif, mais je pense qu'un des facteurs confondants majeurs c'est l'âge, et quand on ajuste complètement et notamment sur l'âge, eh bien on retrouve cette association significative de mortalité pour les IMC les plus sévères, supérieurs à 35 kg par mètre carré dans les populations réanimatoires. Et enfin, alors j'ai choisi 7 méta-analyses, il y en a eu plusieurs autres. Celle-ci était publiée un peu plus tôt, mais en tout cas, quand on reprend des grandes méta-analyses qui poolent des données très importantes de beaucoup d'études, mais avec, comme je vous le disais, des qualités assez hétérogènes, eh bien néanmoins, on voit que le poids de l'obésité reste présent dans des modèles complètement ajustés, avec encore une fois un risque de mortalité multiplié par 2, comme l'a montré l'équipe de Paris en lien avec les formes sévères de Covid-19. Pour finir, je voulais vous parler de 2 études qui ont retenu mon attention en ce qui concerne les populations bariatriques. Donc, on le sait, la pandémie et notamment la mise sous tension du système de soins a engendré notamment la déprogrammation de tout ce qui était soins non urgents et notamment toutes les chirurgies programmées. Et bien entendu, les procédures de chirurgie bariatrique, à ce titre-là également, ont souffert, on va dire, de déprogrammation. Je dis ça surtout pour nos patients qui attendaient d'être pris en charge et qui ont dû attendre. Et ceci peut paraître complètement cohérent, évidemment, bien dans cette période qui était particulièrement difficile et troublée. Mais avec le recul, on peut se dire que finalement, on a, d'un certain côté, contribué à maintenir cette pression avec une surpopulation d'obèses, puisqu'on a arrêté de les prendre en charge de manière optimale. Et beaucoup d'équipes chirurgicales ont cherché justement à se mobiliser, à essayer de voir si réellement il était pertinent de déprogrammer ces chirurgies bariatriques dans ce contexte-là. Et donc, on a un consortium d'équipes chirurgicales internationales qui a analysé les données de leurs patients opérés en période épidémique, donc entre mai et juillet 2020, puisqu'on savait également que ces patients étaient à un risque surélevé de formes graves de Covid. On était sur des questionnements de est-ce qu'il est légitime de mettre ces patients dans des services d'hospitalisation en leur faisant courir un risque éventuel d'être infectés par la Covid-19 et à contrario, eh bien, d'accéder et de bénéficier d'une chirurgie qui va guérir leur obésité. Eh bien, en tout cas, sur les 1200 patients inclus dans cette cohorte opérés donc dans cette période épidémique, la morbimortalité est restée faible et similaire à ce qui a été observé en dehors de la période épidémique.
et seulement 0,5% de patients ont développé des symptômes, une infection par la Covid-19. Et ce qui est à remarquer, c'est qu'en post-opératoire, dans le suivi immédiat, dans les 30 jours après chirurgie, il n'a été recensé aucune nécessité d'intubation de ces patients, avec des chirurgies donc, qui ont été plutôt bien menées, en toute sécurité et sans sur-risque, on va dire, pour les patients, comparé à des procédures menées hors période épidémique. Et une autre étude qui a été menée par l'équipe de Karine Clément a répertorié et a rappelé tous les patients de leur cohorte de patients opérés, donc des 738 patients en post-opératoire de chirurgie bariatrique avec un suivi jusqu'à 1 an, avec du coup recueil d'événements possiblement liés à la Covid-19 pour recenser s'ils ont été plus infectés ou pas et quels ont été leurs devenirs. Et finalement, on retient de cette étude qu'il y a environ seulement 8% des patients qui ont présenté des signes possibles de Covid-19. On rappelle qu'à cette époque-là, on avait beaucoup de difficultés à accéder aux tests de dépistage en ville. Donc pas de PCR et pas de test diagnostic formel, mais en tout cas des symptômes très évocateurs. Seulement 4 ont nécessité une hospitalisation pour forme sévère, donc une proportion assez faible et j'ai envie de dire assez proche de ce qu'on pourrait retrouver en population générale, et un seul décès recensé. Et finalement, ce qui ressort de cette étude, c'est qu'un des facteurs de risque après chirurgie bariatrique à 1 an, c'est l'absence de rémission du diabète qui a été plus fortement associée aux formes sévères de Covid-19. Donc, ceci a mené à juste définir des priorités de prise en charge, notamment au moment où il a fallu rattraper toutes ces procédures chirurgicales qui n'ont pas pu être faites pendant les déprogrammations et pendant le confinement. Et clairement, il y a des recommandations qui ont été éditées par des groupes d'experts qui permettent de prioriser sur les IMC les plus sévères, les comorbidités, enfin, des choses assez intuitives. Donc, les messages clés, c'est ma dernière diapositive, c'est que, comme je vous l'ai montré, il y a une forte prévalence de l'obésité parmi les formes sévères de Covid-19. L'obésité est associée à une augmentation du risque d'admission en soins intensifs, mais également associée à une augmentation d'intubation pour ventilation mécanique une fois que l'on se retrouve en soins intensifs. Et l'obésité, et notamment plutôt l'obésité sévère, est associée à une augmentation du risque de mortalité due à la Covid-19. Et pour introduire un peu la présentation suivante du professeur Karine Clément, eh bien, tout ceci est sous-tendu par plusieurs facteurs physiopathologiques qui sont impliqués et qui seront exposés dans la présentation suivante, et qui contribuent à mettre en lumière l'impact de cette maladie, l'obésité, qui doit être reconnue comme telle et qui n'est pas encore assez considérée, je pense, ou reconnue comme une maladie chronique qui nécessite une prise en charge. Et donc, ça nous a conduit également, avec l'ensemble des CSO, en association avec l'Association française d'études et de recherche de l'obésité et le réseau de recherche FORCE, donc French Obesity Research Center of Excellence, à se mobiliser pour une meilleure reconnaissance de cet impact de cette maladie pour le système de santé, notamment dans cette période inédite de pandémie, pour une meilleure communication et puis surtout une meilleure prise en charge, puisque la prise en charge de l'obésité est encore assez difficile en raison notamment de l'accès à la consultation avec des intervenants pluridisciplinaires comme des éducateurs d'activité physique adaptée, des consultations de diététiciens, des consultations de psychologues. Et pour l'instant, en tout cas, ça rentrera probablement dans cette feuille de route obésité. En tout cas, on peut se féliciter d'avoir vu un certain nombre des publications, et notamment des publications françaises, repris dans la feuille de route du gouvernement au Royaume-Uni, qui a édité en juillet dernier un grand plan de lutte contre le surpoids, largement favorisé par justement la constatation de l'impact de l'obésité dans cette période de pandémie. Voilà, je vous remercie de votre attention et bien entendu, je serai ravie de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment très documentée et très intéressante. On va aussi avoir 2 petites questions avant de passer à la dernière présentation et puis à la discussion générale. Est-ce que des personnes lèvent la main dans l'audience? Oui, oui. Alors, allons-y, oui, Monsieur Bourg, oui, allez-y. Oui, merci beaucoup, madame, pour cette… Vous m'entendez? Très bien. Oui, merci beaucoup pour ce superbe exposé.
Ma question correspond peut-être à quelque chose que j'ai manqué dans votre exposé. Vous avez évidemment beaucoup parlé de l'obésité et du facteur de risque. Vous avez par ailleurs parlé de l'âge en tant que facteur de risque. Et ma question est la suivante, qu'en est-il de l'âge des obèses? En d'autres termes, est-ce qu'il y a une surmortalité ou une surhospitalisation des vieux obèses par rapport aux jeunes obèses? Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Ce que l'on voit, Merci, c'est gentil. c'est que quand on regarde la répartition, en tout cas de l'obésité et de l'âge, on a dans les formes hospitalisées une prévalence plus importante d'obèses chez les plus jeunes versus chez les catégories d'âge plus avancées, notamment les plus de 75 ans. Eh bien, on a l'obésité est moins représentée. D'une part, parce que probablement elle est compensée par un autre phénomène nutritionnel qui est la dénutrition, qui est beaucoup plus présent, et ça c'est de manière connue épidémiologique, présente chez les plus âgés. Et d'autre part, parce que l'espérance de vie probablement de nos patients avec obésité sévère est amoindrie et qu'on a moins de chances d'atteindre des âges avancés au-delà de 75 ans chez les patients atteints d'obésité. Donc je pense qu'en fait, on est clairement sur des facteurs confondants et c'est pour ça également que j'insistais sur la nécessité d'ajuster dans les études de prévalence sur l'âge et le sexe qui sont des facteurs déterminants dans l'épidémiologie et la distribution de l'obésité. D'accord, merci beaucoup. Oui, une autre question? Oui. Oui. J'avais en fait un peu la même question. Et tout ça, ça me rappelle le fait que de façon répétée, il a été montré que l'obésité protégeait de façon paradoxale des complications chez des patients très âgés, en particulier en post-chirurgical. Et peut-on se demander si effectivement, dans ce croisement âge-obésité, bien les très très âgés font des formes un tout petit peu moins sévères. Et on ne connaît pas du tout, enfin peut-être que Karen Clément a des idées là-dessus, mais la physiopathologie de pourquoi chez ces personnes très âgées, l'obésité protège. Oui, tout à fait, hein. C'est effectivement ce paradoxe de l'obésité qui peut se retrouver. Le problème, c'est que quand on essaye d'analyser en stratifiant par classe d'âge, on perd beaucoup en puissance statistique. Et donc, on n'a pas encore de données pour vraiment arriver à savoir si finalement, chez les tranches d'âge les plus âgées, comme vous dites, ou chez les patients les plus fragiles, finalement, l'obésité devient plutôt protectrice. Chez les formes sévères de Covid-19, je n'ai pas de données solides à vous présenter, mais on peut penser qu'effectivement, en situation de réanimation, d'agression, quelqu'un qui a une obésité ou un surpoids pourrait être un peu plus protégé, contrairement à quelqu'un qui serait plutôt dénutri, on va dire, dans ces situations d'agression. Merci. Oui, une Oui. question. Une question. Merci encore pour le fond et la forme de cette très très belle présentation. Je me suis posé la question, compte tenu du surrisque de ventilation et de mortalité et de passage à la ventilation assistée avec intubation. Est-ce que les obèses bénéficient autant d'une corticothérapie que les autres? Il y a une très grande réticence et souvent un retard à aller vers une corticothérapie dans les formes de maladies diverses, chez les obèses, chez les diabétiques et plus encore chez les deux. Donc, il serait intéressant d'avoir des données pour savoir si, en soins intensifs, comme peut-être précédant l'entrée en soins intensifs, la corticothérapie a eu la même fréquence de prescription que chez les non-obèses. Oui, effectivement, je pense que c'est un champ de recherche qui nécessite d'être mené. Quand on se replace là finalement, quand je vous montre toutes ces études qui ont été publiées dans l'année, on comprend bien que
il s'agit des premières cohortes. Et on était dans une période où on savait pas, on n'avait pas encore connaissance, où le rôle des corticothérapies à forte dose n'avait pas encore été démontré. Et effectivement, on ne sait pas, en tout cas, j'ai pas vu de données, mais il est possible que les stratégies thérapeutiques qui étaient vraiment laissées à l'appréciation du clinicien, avec des pratiques qui ont pu être très hétérogènes, même en fonction des centres, pu avoir un impact. En tout cas, depuis qu'on a des données, notamment sur le bénéfice et l'intérêt de la dexaméthasone à forte dose dès l'instauration d'une oxygénothérapie. En tout cas, je peux parler pour ce qui se passe à Lyon. Je n'ai pas le retour de tous les autres centres, mais j'imagine bien que c'est la même chose. Dans tous les services de réanimation, tout est très protocolé, et le protocole, même dans le service médical où nous accueillons des patients atteints de formes sévères de Covid, dès le moment où on a besoin d'oxygène, la dexaméthasone est prescrite sans considération, on va dire, de l'IMC ou du diabète. Et c'est d'ailleurs un petit peu notre rôle, et on est beaucoup sollicité pour après gérer l'équilibre du diabète chez ces patients. Mais comme on connaît le bénéfice maintenant clair de la corticothérapie dans cette situation-là, elle est maintenant, je pense, délivrée de manière standardisée et homogène. Donc, ça serait effectivement intéressant, je pense, de regarder la deuxième cohorte de patients, celle qui bénéficie maintenant d'une prise en charge, on va dire, plus standardisée, pour voir si on retrouve cet effet d'intubation plus marqué chez les obèses. Je pense que ça sera le cas, mais je n'ai pas de données scientifiques à vous apporter. Merci. Merci. J'avais une toute dernière petite question avant qu'on passe à la présentation suivante. C'est, vous avez manifestement un risque plus élevé dans la cohorte lilloise que dans la cohorte lyonnaise. Donc, est-ce que vous avez ensemble comparé les différences de profil de patients? Et puis, bon, vous connaissez probablement bien cette hypothèse que développe volontiers Olivier Ziegler sur la lipodystrophie. Donc, est-ce qu'une des explications, ça peut être l'âge, ou en fait le type d'obésité? Enfin, qu'est-ce que vous auriez comme élément pour nous expliquer cette différence? Alors, sur les comparaisons de prévalence, on a surtout, je pense, un impact d'une prévalence d'obésité plus importante à Lille qu'à Lyon, très probablement, je pense. Après, quand on compare les prevalence odds ratio, je veux dire, après, on n'a pas, c'est quand même des effectifs, il faut le reconnaître de manière humble, qui sont assez faibles. Donc, on n'a pas réussi à avoir de données plus précises et plus fines, et notamment en termes de répartition du tissu adipeux, en termes d'autres facteurs confondants potentiels. Donc, c'est des choses qui seraient à creuser effectivement pour essayer de comprendre ces différences qui n'ont pas été comparées face à face. Donc, je ne suis pas sûre que on a l'impression peut-être effectivement que les odds ratios sont différents, mais est-ce qu'ils sont significativement différents entre les deux? Ça, c'est pas vraiment clair. D'accord, effectivement. Bon. Merci beaucoup. Et on va donc passer maintenant à la présentation par Karine. Merci Karine. On va rentrer dans la physiopathologie avec beaucoup d'intérêt. Hop, voilà. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous voyez donc mon écran? Parfait. Oui. Ok, très bien. Merci. Donc, je vais vous parler d'aspects physiopathologiques. Je voudrais quand même dire en préambule que il y a eu au début de la pandémie beaucoup de revues et d'hypothèses sur effectivement le surrisque associé aux formes graves de Covid-19. Et donc, on va essayer de décortiquer en fait un certain nombre de facteurs